Ça fait maintenant 5 ans que j'ai une obsession. 5 ans que j'essaye de répondre à la même question. Qu'est-ce qui fait qu'une personne réussisse mieux financièrement qu'une autre? C'est quoi le secret pour réussir? Il doit y avoir un truc, c'est pas possible. Tous ces gens qu'on voit percer, ils doivent avoir une recette magique. Et après avoir écouté des milliers d'heures de podcasts, regardé des centaines de vidéos, suivi des formations, rencontré des dizaines d'entrepreneurs, je pense que j'ai enfin trouvé la réponse à cette question. Cette réponse, c'est l'échec. Tous ceux qui ont réussi ont échoué un nombre incalculable de fois avant de trouver et de lancer le projet qui leur a permis de gagner beaucoup d'argent. Et quand on regarde les stats en France, on s'en rend vite compte. D'après l'INSEE, il y a 25% des entreprises créées en France qui échouent pendant les 2 premières années. Il y a quasiment 50% des entreprises qui échouent pendant les 5 premières années. Et ce taux, il est encore plus élevé lorsqu'on parle des startups puisqu'il s'élève à 80% d'échecs. Et c'est vrai que tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, ils avaient déjà fait couler 2 ou 3 boîtes avant de lancer celle qui leur a fait percer. Sauf que nous, on n'aime pas l'échec, on n'en parle pas. Pour nous, c'est une honte. Alors que comme je viens juste de le dire, on devrait en parler puisque c'est le dénominateur commun du succès. On devrait limite être fier de nos échecs parce qu'au moins on a essayé, on a tenté. Dans cette vidéo, je vais te raconter mon pire échec, celui qui m'a fait perdre beaucoup d'argent. Mais c'est aussi celui qui m'a fait gagner le plus mentalement et financièrement par la suite. Comme ça, tu verras qu'échouer, c'est normal et c'est même obligatoire en vérité. Allez, on est parti. Dans un premier temps, il faut que je te parle un peu de mon histoire. Alors, il faut savoir que à mes 18 ans, je suis parti aux États-Unis pour jouer au foot et pour y faire mes études. J'ai eu la chance de faire 4 ans aux États-Unis en espèce de sport-études. Je jouais pour l'équipe universitaire et à côté de ça, je passais mon diplôme, un bachelor en business administration. Là-bas, j'ai vraiment développé mon goût pour l'entrepreneuriat. J'ai rencontré plein d'entrepreneurs, plein de professeurs qui m'ont donné envie d'entreprendre. Suite à ça, je suis rentré en France et j'ai effectué mon master 1 et mon master 2 en école de commerce, une école bien classée, j'ai eu de la chance. Et à côté de ce cursus de master, j'ai fait une alternance dans un grand groupe. Mais sauf que moi, l'alternance en grand groupe, ça me plaisait, mais c'était pas ce qui me faisait vibrer. J'avais envie de lancer quelque chose dans l'entrepreneuriat, parce que voilà, j'avais vraiment hérité de ce goût pour l'aventure que j'avais eu, que j'avais connu aux États-Unis. Je voulais lancer un projet. Et j'ai lancé mon premier projet, ma première entreprise. Cette entreprise, elle s'appelait Hackebox. C'était la première boîte que je fondais. C'était mon premier pas dans l'entrepreneuriat. Et je l'ai fondée avec des amis très proches. Donc voilà pour le background, entre guillemets, sur moi, pour que tu comprennes d'où cette idée vienne. Et on va justement parler d'Hackebox, notre première société, et quel était le concept de cette société. Alors, le concept d'Hackebox était très simple. C'était une box streetwear, donc dans la mode, qui contenait des vêtements. On s'est grandement inspiré à l'époque d'une marque qui s'appelle Hit. Je sais plus si ça existe encore, mais en tout cas, c'était une box streetwear américaine qui était beaucoup plus tournée sur le luxe et qui buzzait à l'époque où on a lancé le projet, c'est-à-dire il y a 3 ans. Le concept d'Hackebox, il était très simple. On mettait dans une box un pantalon, un t-shirt, un accessoire, donc ça pouvait être casquette, chaussettes, pardon, et on mettait aussi un pull. Donc c'était une espèce de tenue complète que tu pouvais avoir dans ton Hackebox justement, et c'était une box surprise. Donc en vérité, tu savais pas ce qu'il y avait dans ta box, tu savais que tu allais recevoir une tenue complète et donc 4 articles différents, tu savais pas ce que tu allais recevoir. On avait pris des formations pour vendre des box à abonnement, parce qu'au début, Hackebox, on voulait faire un système d'abonnement, c'est-à-dire que tous les mois, tu recevais ta box surprise. Si t'étais un fan de streetwear, c'était très cool parce que tu pouvais découvrir des pièces. Donc en gros, tu payais pour ta box, on te l'envoyait tous les mois. Suite à ça, on a changé, on a décidé de faire un système de drop, c'est-à-dire qu'on avait un nombre limité de box et c'était premier arrivé, premier servi. C'était plus tous les mois, les drops c'était tous les 2 mois, mais on en parlera par la suite. Et l'objectif, et c'est extrêmement important, c'était de faire découvrir des vêtements aux fans de streetwear. Donc on voulait pas mettre dans cette box des sapes qui étaient de marques très connues comme Nike ou des marques de streetwear genre Supreme, archi connues. La box a été à 180 €, t'avais 4 articles, donc déjà voilà, c'était un bon prix. Mais la spécificité, c'est que ces 4 articles étaient des articles que tu ne connaissais pas puisque c'était des articles de toutes petites marques indépendantes françaises. Donc oui, tu l'as bien compris, dans cette Hackebox, tu avais 4 articles qui étaient uniquement en provenance d'artistes, de concepteurs et de designers français. C'était la spécificité qui a fait que, tu vas le voir par la suite, on a pas mal buzzé, ça a fait un bruit dans le monde du streetwear et c'était ce pourquoi les gens achetaient notre box parce que c'était sa vraie particularité et ça faisait notre force. Bref, maintenant on va passer à ce qu'on a mis en place. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour vendre cette box? Qu'est-ce qu'on a fait par nous-mêmes et comment est-ce que ma première expérience dans cette entreprise s'est passée? Alors il faut savoir que lorsqu'on a lancé cette entreprise, je te l'ai dit, j'étais en alternance, j'étais encore étudiant et je sortais de 4 ans aux États-Unis. Donc
j'avais pas un sou, j'étais à zéro, et c'était la même chose pour mes amis qui sont eux aussi étudiants, enfin en tout cas qui l'étaient. Donc on n'avait pas de sous, on a commencé ça avec nos petites économies de nos tafs l'été, de l'intérim que je faisais, moi je faisais des dingueries, bref je pourrais en parler dans d'autres vidéos. Faut savoir qu'on a tout fait tout seul, on a fait tout le site internet nous-mêmes de A à Z, les designs, les photos, l'arborescence du site, la mise en place du Shopify, on a tout setup, on a fait plein de conneries, mais bon bref, on a aussi fait le logo, donc il y a un freelance qui nous a aidé, bien évidemment on a dû payer le logo, on a essayé de faire un maximum de choses par nous-mêmes pour économiser de l'argent. On a organisé des shootings, on a rémunéré des mannequins pour faire les shootings, donc la plupart c'était nos potes, on a pris les plus beaux de nos potes, on les a fait poser, on a pris aussi des gens que je remercie qui ont fait le shooting photo et le shooting vidéo pour très peu cher, c'était archi quali, bref encore une fois on était obligé de serrer la ceinture pour tout ça, mais au final on s'en est sorti avec des super designs, une super DA, un truc qui donnait vraiment envie en fait. On a aussi tout géré au niveau du compte Instagram, on a monté un compte Instagram de zéro et on l'a rendu viral en quelques semaines, je vais en reparler dans la suite de cette vidéo, mais le compte il a explosé parce qu'on l'a super bien géré, on avait recruté une community manager qui faisait un taf archi quali et des gens qui nous faisaient les visuels qui étaient archi quali aussi. On a aussi géré les influenceurs, donc t'imagines, on avait 20 ans à l'époque, on savait pas du tout comment s'adresser à un influenceur, surtout que c'était des gros youtubeurs. Bref, on a appris l'influence sur le tas aussi. Laisse tomber. Et la partie la plus compliquée, et on l'a fait aussi nous-mêmes, c'est on a designé les box et on a géré la logistique. La box c'est hyper important, le design de la box, mais aussi tu as tout l'aspect logistique. Comment est-ce qu'on allait réunir les 4 vêtements, qui allait assembler les box, qui allait les envoyer. Enfin bref, c'était une vraie galère la logistique. On a essayé au début de faire appel à des entreprises de logistique qui pouvaient gérer nos commandes, ça nous coûtait hyper cher. Au final on est passé par une entreprise de logistique, on a fait pas mal de box nous-mêmes et tout au début. Bref, franchement on a galéré, mais je peux vous dire que la logistique c'était le truc le plus compliqué, et ça fait aussi d'ailleurs partie de la raison pour laquelle ça a été un de mes échecs. Mais on a tout fait tout seul. On a utilisé des entreprises comme Packelp qui nous designaient les box. Bref, c'était un truc de ouf et on est monté en compétence sur la logistique comme rarement en quelques semaines. Ce qui était le plus compliqué aussi, c'était de nouer les partenariats avec les marques, sachant qu'on avait vendu 0 box, on était personne. T'imagines? Donc on a dû démarcher les marques en leur faisant comprendre qu'on allait leur faire vendre des produits, sauf que les marques, elles étaient là. Oui, mais nous, on peut pas vous envoyer des t-shirts, on peut pas vous envoyer des pulls, on sait pas qui vous êtes, on sait pas si ça va marcher votre truc, ça se trouve ça va bider. Bref, ça a été des semaines et des semaines d'appels. D'ailleurs, je remercie Steve qui est aujourd'hui mon associé sur Horus, qui a fait tout ce taf là commercial avec toutes ces marques qui nous ont fait confiance. En tout cas, c'était une galère. T'imagines, tu sors de nulle part et tu dois convaincre une marque de t'envoyer 200 t-shirts. C'est chaud. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de basculer sur un système de drop. Donc, on a dû organiser le drop. T'avais un drop tous les 2 mois où t'avais 120 et 240 box dispo. Donc, c'était des chiffres très restreints, ce qui nous permettait de nous organiser au niveau de la logistique et ce qui permettait aussi aux gens d'être un peu stressés parce que ils se disaient si on n'est pas dans les 120 ou dans les 240 premiers, on n'aura jamais notre box. Ça nous a permis de rajouter de l'urgence et c'est ce qui a contribué aussi au succès d'Akebox. Donc, ça nous a pris des mois, environ 2-3 mois à tout setup. Mais il était l'heure de faire le premier drop. On a fait monter la sur les réseaux sociaux, on en a parlé à tous nos potes qui ont parlé à tous leurs potes. Maintenant, il était l'heure de vendre. Qu'est-ce que ça allait donner? Est-ce que les gens allaient acheter? On était surexcités. On a fait appel à 2 influenceurs, 2 youtubeurs sur la niche streetwear qui étaient hyper connus, hyper réputés. On leur envoie leur box, tout se passe bien. Ils font la vidéo YouTube le soir même du drop et là, en quelques heures, le site explose. On a plein de ventes et on fait sold out, c'est-à-dire qu'on a vendu toutes les box en quelques heures. Il me semble que le lendemain ou le surlendemain, toutes les box étaient vendues, alors qu'on sortait de nulle part. On avait fait aussi monter la sauce sur Instagram avec un jeu concours que je vous afficherai peut-être à l'écran. On faisait gagner des sneakers de ouf et ça a pris, ça nous a fait exploser. C'était la stratégie des jeux concours qui marchait encore sur Instagram à l'époque, il y a quelques années. Ça nous a fait buzzer, le compte est monté et ça nous a permis de faire monter la sauce en même temps que le drop. Bref, on avait bien calculé notre coût, ça a été un succès total. Mais nous, on était extrêmement fiers. C'était la première fois qu'on faisait du chiffre en e-commerce et un très bon chiffre pour un premier drop avec un concept archi compliqué qu'on a dû préparer pendant des mois. Bref, on était extrêmement fiers. Les gens étaient extrêmement satisfaits. Du coup, voici ce qu'on s'est dit. On s'est dit pourquoi pas multiplier par 2 le nombre de box qu'on allait vendre parce que les gens été super satisfaits et on avait déjà fait sold out sur le premier drop. C'est exactement ce qu'on a fait sur le second drop que je vais te raconter maintenant. Et c'est aussi sur ce second drop que le drame arrive et ce dont pourquoi j'ai envie de te parler d'échec dans cette vidéo. Il est pendant ce second drop, tu vas très vite comprendre. Du coup là, on décide de reprendre l'un des 2 premiers influenceurs qu'on avait pris et de passer au niveau supérieur en prenant un autre qui était à l'époque le premier youtubeur français sur la niche streetwear. Un monstre.
Donc on investit plus de budget, on se prépare encore mieux. En gros, on rénove un peu notre logistique, on l'améliore, on la fluidifie, on améliore aussi le packaging de la box, on optimise tout, on améliore notre site internet, on essaye de faire une dinguerie pour ce second drop, on fait monter encore plus la sauce sur Instagram, on organise un jeu concours à 3. Donc il y avait Hackebox et les 2 influenceurs archi puissants qui étaient aussi archi puissants et archi suivis sur Instagram, ce qui fait que le jeu concours a littéralement explosé. Je crois qu'on est passé de 15 000 abonnés Instagram à plus de 30 000 en quelques heures après l'annonce du concours. Et ces 2 influenceurs-là, on leur avait aussi booké une vidéo YouTube chacun dans laquelle ils allaient déballer leur box personnalisée pour eux, pour promouvoir le second drop qui était le même soir que la sortie de leurs 2 vidéos. Donc notre plan marketing pour vendre ces 240 box, il était rodé et c'était un carton plein jusqu'à l'heure du drop. Sache que avant ce drop, on était tellement sûr de notre box et tellement sûr de ce qu'on allait faire qu'on était un peu... on était les boss en fait, on se prenait pour les boss dans notre tête, on se disait c'est pas possible, personne nous arrêtera, les box elles sont trop stylées, les gens ils vont être encore plus contents, les box des influenceurs elles sont tellement bien que voilà c'est sûr que ça peut pas mal se passer, ça va être une dinguerie, on va tout péter. Et il y a même Camino TV, le média archi connu dans la culture urbaine et mode, streetwear etc. qui nous avait envoyé un message sur Insta pour nous féliciter, pour nous dire que c'était lourd ce qu'on faisait. Donc pour nous, on était en train de péter le score. Sauf que nous arrivait la pire mésaventure de ma vie à l'heure actuelle et j'espère que j'en aurai pas d'autres comme ça. Ce qui se passe c'est que ces 2 influenceurs postent leurs vidéos dans lesquelles ils ont une box personnalisée. Donc eux, ils ont une box qui ne ressemble à aucune autre box puisque c'est des box qu'on leur envoie hors drop, ils la déballent en vidéo YouTube. Sauf que il y a l'un de ces influenceurs, après avoir posté sa vidéo, donc les vidéos font des dizaines de milliers de vues en quelques heures, c'était trop bien parti, on fait plein de ventes, on explose les scores, les premières minutes après la publication de leur vidéo, c'était un truc de ouf. L'un de ces influenceurs avait reçu un pantalon en jean un peu particulier qu'il avait extrêmement kiffé. Ce pantalon-là, c'était un pantalon en jean un peu bicolore et tout. C'était vraiment archi quali. Et ça a tellement buzzé que le créateur de la marque, 50 minutes après la sortie de la vidéo, il nous dit ouais, les abonnés de cet influenceur-là m'ont mis en rupture de stock parce que il a présenté le pantalon dans la vidéo et ils ont tellement kiffé qu'ils ont mis en rupture de stock le créateur de cette pièce-là. Sauf que il y a un abonné à cet influenceur qui a mis dans les commentaires une photo et un commentaire très inquiétant en disant écoutez-moi, ce pantalon n'est absolument pas une création française, il vient d'AliExpress, le site chinois, je viens de le trouver, voici le lien et la preuve en photo. Et en fait, ce mec-là avait retrouvé le pantalon sur AliExpress et le soi-disant créateur, donc le directeur de la marque qui nous l'avait vendu, avec qui on avait fait un partenariat pour mettre son pantalon dans la box, nous avait menti en disant que c'était lui qui concevait ses jeans, alors que tout ce qu'il faisait c'était du dropshipping et qu'il achetait les pantalons sur AliExpress et qu'il les revendait sur son site internet avec une étiquette et son logo 4 fois plus cher. Sauf que, bien évidemment, il y a un abonné qui s'en est rendu compte, il a mis ce commentaire et à partir de là, descente aux enfers. Donc là, c'était l'anarchie. Tout s'effondre. Tout s'effondre en quelques heures, en quelques minutes. L'influenceur nous appelle, il marcelle, il m'incendie et je le comprends parce qu'il voulait protéger sa communauté. Sa communauté s'est fait arnaquer, il fait des stories, il demande aux gens d'arrêter de nous faire confiance, il nous descend complètement, ça j'ai pas vraiment apprécié mais voilà je le comprends aussi, il nous a complètement descendu en disant qu'on avait mal fait notre travail, qu'on n'avait pas vérifié etc. Le problème c'est que nous, ce fournisseur, on lui a fait confiance et il a abusé de notre confiance, il nous a menti, on n'a pas été jusqu'au bout des vérifications, en même temps un peu compliqué de retrouver un jean particulier sur les milliers de jeans qui sont disponibles sur AliExpress, le mec nous a bien menti, bref c'était un truc de fou, les influenceurs suppriment leurs vidéos un après l'autre, ils nous insultent limite et ils décident de faire un live ensemble tous les deux, donc vous imaginez leur puissance et leur influence, il y avait des milliers de personnes, notamment tous les acheteurs de la Hackebox et du drop, donc ça c'était quelques heures, c'était 2 heures il me semble après leur publication, donc il y avait déjà plusieurs dizaines voire je crois quasiment toutes les box qui étaient vendues à ce moment-là, donc t'as environ 200 acheteurs qui pètent un câble et qui se disent mais attends là je viens de me faire arnaquer et Hackebox est-ce que c'est du dropshipping? Ils font un live, ils nous descendent, tout le monde annule leur commande, on reçoit plein de mails, je vous en mettrai peut-être un à l'écran là, des gens qui nous disent ouais c'est pas possible, je me suis fait arnaquer, remboursez-moi dans l'immédiat, sinon ça va pas être possible, je vais porter plainte machin, on se fait menacer dans tous les sens, on subit des moqueries, bref le pire bad buzz possible à cause d'une simple erreur de vérification. Une simple erreur de vérification nous a coûté tout ça, les influenceurs se sont retournés contre nous et ont retourné toute la puissance qu'ils nous avaient donnée contre nous, c'est-à-dire qu'ils nous ont complètement terminé, on n'était pas assez solide pour assumer et pour rester correct en fait, on s'est complètement effondré et nous du haut de nos 20 ans, alors qu'on se sentait trop beau l'heure d'avant, et ça a été une claque monumentale et mon pire échec à ce jour. Bref, je vous passe les détails, mais après tout ça,
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez simple, on a dû fermer la société, on s'est même embrouillé entre fondateurs, enfin bref, il y a eu des retombées incroyablement négatives, on a dû fermer la société et surtout rembourser tout le monde. On s'est pris moins 40 000 ou moins 35 000, je crois, dans la tête à 20 ans sans argent, donc vous imaginez. Bref, on finit par aller chez l'expert comptable, rembourser nos dettes, rembourser tout le monde, clôturer Akibox et on laisse tout ça derrière nous, malheureusement. C'est pour ça que je vous dis que j'ai perdu 1 million d'euros parce qu'on faisait déjà beaucoup de chiffre d'affaires et que je pense que si on avait été jusqu'à 5, 6, 7, 8 drops, on aurait largement fait le million de chiffre d'affaires en quelques mois. Et du coup, la raison pour laquelle je faisais cette vidéo et que je me dévoile totalement, parce que là honnêtement je suis archi transparent et ça fait 3 ans que j'en ai pas parlé parce que c'est toujours quelque chose qui m'a marqué, c'est parce que j'en ai appris des choses en fait que je veux vous transmettre et je veux vraiment pas que vous fassiez ces erreurs là. Je veux que vous puissiez écouter cette vidéo et vous dire ok, lui il a fait ces conneries là, et ça lui a fait beaucoup de mal mentalement et financièrement, alors je vais pas faire les mêmes. Mais c'est vraiment ma démarche derrière cette vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai appris après? La première chose que j'ai appris, c'est qu'il ne faut jamais faire confiance sur parole à quelqu'un que tu connais pas vraiment ou même quelqu'un que tu connais dans le business. Il faut toujours avoir des écrits, des papiers légaux qui sont reconnus comme des pièces juridiques, c'est-à-dire des contrats. Nous, on faisait pas forcément de contrats avec les entreprises avec qui on bossait parce qu'on pensait que voilà, c'était des gens cool, qu'on pouvait leur faire confiance, que les créateurs des marques, etc. Ils n'allaient pas nous la mettre à l'envers. La preuve, on nous a menti droit dans les yeux et à cause de cette personne qui nous a menti droit dans les yeux et avec qui on n'avait pas fait de contrat, on a dû fermer notre boîte et on a tout perdu. Donc vraiment, quand tu fais du business avec quelqu'un, fais des contrats, même si c'est ton meilleur pote. La deuxième leçon que j'ai retenue, c'est qu'il faut très bien choisir ses associés. Moi, il y avait un de mes associés qui, je pensais, était mon ami, mais en fait, voilà, quand il y a de l'argent en jeu et quand cette personne-là a perdu de l'argent, son vrai visage s'est révélé. C'était quelqu'un de très mauvais et donc choisis très bien tes associés. Pareil, cadre tout avec des papiers reconnus juridiquement et ne fais pas confiance. Voilà. Les gens, quand il y a de l'argent en jeu, ils révèlent leur vrai visage, leur vraie personnalité et des fois tu es très déçu, donc il faut que tu t'attendes à ça. La troisième leçon, c'est qu'il ne faut pas compter que sur des influenceurs pour propulser ton projet. Il faut que toi-même tu sois ton propre influenceur et que tu aies ta force de frappe pour promouvoir ton projet. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les outils qu'on a à disposition, c'est facile d'avoir une marque personnelle forte. Il suffit simplement de raconter ton histoire et de prendre parole sur les réseaux. Donc voilà, ne compte pas sur les autres parce que les autres peuvent se retourner contre toi. Ils en ont rien à faire de ton business. Tout ce qu'ils veulent, c'est ton argent. Et malheureusement, ces influenceurs-là, c'est ce qu'ils ont fait pour nous. Tu peux bien évidemment compter sur des influenceurs pour propulser ton projet. C'est un outil marketing comme les autres qui est très puissant. Par contre, ne compte pas que sur ça. J'ai aussi appris que j'étais capable de grandes choses. Et ça, en termes de confiance, ça me l'a boosté. C'était ma première expérience entrepreneuriale et je me suis dit, ok, on a fait quelque chose de ouf quand même. J'ai aussi appris que j'étais capable de gérer une équipe de 7 personnes. Donc en termes de management, du haut de mes 20 ans, j'ai dit ok, t'as quand même des réflexes de manager, tu fais les trucs assez bien, t'es un assez bon manager, t'es juste, t'arrives à faire avancer les choses. Je me suis dit ok, le management c'est peut-être quelque chose qui est fait pour moi et puis je prenais plaisir à manager les équipes, donc je me suis dit bah j'espère que plus tard j'arriverai à manager d'autres équipes. Et la dernière leçon que j'ai apprise, c'est que j'étais capable d'évoluer et de m'améliorer dans des environnements sous forte pression, très haute pression, avec des délais très serrés et un stress très élevé. Et ça n'a pas de prix parce que quand t'es capable de subir autant de stress et autant de pression de la part de ton environnement et à cause de ton projet, bah t'es capable de tout gérer par la suite. Ça m'a vraiment forgé. On a eu des galères, mais c'était tous les jours, tous les jours je devais décrocher mon téléphone et j'avais peur qu'on m'annonce une galère et d'ailleurs c'était le cas tous les jours, il y avait des problèmes à régler. J'ai jamais eu autant de problèmes dans ma vie à régler et ça m'a forgé, mais ça m'a aussi montré à quel point j'aimais l'entrepreneuriat parce que tous les jours tu te lèves et tous les jours c'est un nouveau jour, il se passe rien comme ça devrait se passer, mais au moins c'est palpitant, c'est stimulant, c'est excitant, enfin moi j'adore ça et ça m'a encore plus donné envie de continuer dans l'entrepreneuriat. Maintenant, ce que j'ai appris au niveau plus technique, au niveau plus opérationnel et que tu peux peut-être appliquer dans ton entreprise ou dans ton business ou dans ton projet, des choses qui sont des réflexes mais que quand tu as 20 ans et que tu n'as jamais entrepris, bah tu les as pas forcément, donc écoute bien. Sur le modèle d'Akibox, on avait une marge nette à la fin qui était de 15% uniquement. Fais très attention, si ta marge nette à la fin, avant de payer tes employés, elle n'est pas de au moins 50%, pour moi, ton business model, il n'est pas viable. Donc, fais très attention à tes marges parce que sur le long terme, si tu n'as pas une marge qui tourne autour des 50% minimum, tu ne t'en sortiras pas. Nous, on avait une marge qui était beaucoup trop faible et de toute façon, même si on avait continué avec Akibox, on aurait fait du chiffre, mais pas assez de marge, pas assez de bénéfices pour pouvoir réinvestir et donc à un moment donné, on se serait craché. La deuxième leçon technique, c'est le business model avec beaucoup trop de logistique, c'est-à-dire le e-commerce quand tu contrôles pas la logistique, etc. Je ne recommande pas ça en première expérience entrepreneuriale parce qu'il faut des compétences et il faut être solide sur ses appuis, que ce soit mentalement, psychologiquement et même physiquement, parce que même physiquement c'est éprouvant. Donc tout ce qui est logistique,
comme premier business, je conseille pas. Si tu n'as pas lancé de business encore, évite les trucs avec une logistique trop lourde. J'ai aussi compris que le e-commerce, c'était un outil de fou et un business model de fou si jamais tu veux percer rapidement dans l'entrepreneuriat. C'est facile d'accès. Si tu utilises bien les réseaux sociaux, tu peux faire très vite monter ta boutique. Comme nous, ça a été le cas. On sortait de nulle part avec un bon produit, un bon concept et un marketing viral sur les réseaux sociaux. On a tout cassé. J'ai aussi découvert la puissance de l'influence marketing, donc du marketing d'influence. Malheureusement, ça nous a aussi coûté notre entreprise puisque on l'a mal fait. Mais je vous jure qu'on a pris 2 youtubeurs qu'on n'a pas payé extrêmement cher pour leur valeur et ça a été des dizaines, voire des centaines de ventes rien qu'avec l'influence marketing. Donc j'ai vraiment découvert à quel point les influenceurs pouvaient être puissants en e-commerce. J'ai aussi appris des choses beaucoup plus techniques qui sont la gestion de communauté, la création de communauté, la création de contenu. Donc qu'est-ce qui marche dans le contenu, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est viral, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment gérer une communauté, comment grossir un compte Instagram de 0 à 30 000 abonnés. Tout ça, je l'ai appris et puis je les réutilise, toutes ces compétences, je les réutilise aujourd'hui dans mon contenu et dans le contenu de mon entreprise, le contenu des clients qu'on accompagne. Donc c'est des compétences extrêmement spécifiques sur les réseaux sociaux, mais qui aujourd'hui m'ont beaucoup aidé. Et puis, bien évidemment, dans la continuité de tout ça, j'ai appris les bases de l'audiovisuel, j'ai appris à filmer une vidéo, j'ai appris à régler le son d'une vidéo, régler la colorimétrie d'une vidéo, viraliser une vidéo, viraliser le discours à l'intérieur d'une vidéo. Et ça, voilà, aujourd'hui, je suis créateur de contenu. Donc, c'est aussi grâce à l'héritage de ma première entreprise que j'ai pu percer, avec des grands guillemets, sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu te poses peut-être la question, si tu me connais pas, de ce que j'ai fait après cet échec. Et je me suis pas abattu. J'ai continué, et puis, parce que à chaque fois, je le dis, je tomberai, mais à chaque fois, je me relèverai. Ça, c'est une certitude. Je sais que je vais tomber plusieurs fois dans ma vie. Voilà, j'ai encore pas fini, je suis encore assez jeune. Je vais tomber plein de fois. En tout cas, il faut être sûr d'une chose, c'est qu'à chaque fois, je vais me relever, et c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai commencé la création de contenu. J'avais un pote qui était sur TikTok et qui avait complètement percé sur TikTok. Je me suis dit, pourquoi pas, je me lancerais pas moi aussi. Je me suis lancé. J'étais un des premiers dans la niche business sur TikTok, ça a complètement explosé. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis devenu créateur de contenu. J'ai eu 2, 3, 400 000 abonnés très rapidement. Suite à ça, j'ai eu beaucoup de demandes d'entreprises qui me demandaient de les accompagner sur le format TikTok, donc le format vertical 9/16e. Ce qu'on a fait avec mes associés, c'est qu'on a vu l'opportunité, on a vu que les marques nous demandaient si on pouvait les accompagner, on a décidé de professionnaliser la chose, créer une structure et donc de créer Horus que tu vois juste ici, qui est notre agence de communication sur laquelle on accompagne nos clients et nos partenaires sur TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts. Aujourd'hui, je suis hyper heureux, j'ai rebondi, j'ai beaucoup appris et j'apprends encore beaucoup tous les jours sur l'entrepreneuriat, mais j'utilise les leçons d'Hackebox dans Horus et pour l'instant, je touche du bois, je croise les doigts, Horus surperforme et on est super content, on passe de très bons moments. Donc voilà, je suis assez content. Ce qui est super important, c'est que je suis capable de lancer mes propres projets moi-même. Je ne dois pas compter sur tel influenceur ou tel autre influenceur qui est susceptible de me la mettre à l'envers. Aujourd'hui, je suis mon propre influenceur, ma propre force de frappe et ça n'a pas de prix. Moi, ce que je retiens d'Hackebox, c'est que c'est un échec qui m'a permis de rebondir. Donc, c'était très difficile pendant quelques semaines après la débâcle du second drop, comme tu l'as vu dans cette vidéo. Mais après, j'ai su rebondir, ça m'a donné la force de rebondir. Je me suis dit, je peux pas rester sur un échec comme ça. Je peux pas quitter l'aventure entrepreneuriale sur un échec comme ça, c'est pas possible. Du coup, je suis reparti sur Horus et aujourd'hui ça marche bien. Ça se trouve, Horus, dans 2 ans, ça sera un nouvel échec. Je repartirai sur autre chose. En tout cas, ça m'a prouvé que j'étais capable de tomber et de me relever. Donc voilà, tu sais tout. Je t'ai raconté une histoire archi personnelle et donc on arrive à la fin de cette vidéo. Petite conclusion des familles comme d'habitude. Voilà, en tout cas, j'espère que ma démarche de m'ouvrir, de te montrer que moi aussi je me suis trompé, que j'ai fait une énorme erreur, que j'ai beaucoup perdu, que j'ai dû ramer et qu'à l'époque, je savais rien. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Voilà, moi aussi j'ai échoué. Avant d'arriver à ce niveau-là et de parler de tout ce dont je parle sur les réseaux, je gagne beaucoup d'argent, je fais ceci, je fais cela, ma vie est cool. Ça n'a pas toujours été le cas et j'ai subi des échecs, dont celui-là qui était assez piquant. Mais bon, moi, ma démarche, elle est sincère. Mon objectif, c'est de te montrer un peu l'échec, de te faire comprendre que ce n'est pas la fin du monde parce que sur les réseaux, en France particulièrement, les gens sont honteux de leurs échecs, donc tu verras jamais une vidéo où quelqu'un parle à 100% de ses échecs. Les gens, ils aiment bien dire « Ouais, mais moi, j'ai échoué plein de fois ». Par contre, ils disent pas comment, ils disent pas ce qu'ils en ont retenu, ils disent pas comment ils ont fait pour rebondir et qu'est-ce qui était important dans leurs échecs. J'ai essayé de le faire à travers cette vidéo, j'espère que t'as kiffé. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi, je te souhaite force et honneur dans tous tes projets.